deux noms. Madame Christine Berthoud, donc, qui est ingénieure de recherche CNRS, spécialisée dans le domaine de l'information scientifique et technique. Elle a été responsable du service d'ingénierie documentaire de l'Institut des sciences de l'homme jusqu'en 2011. Depuis donc 2003, elle mène ses activités dans le domaine de l'open access, notamment en tant que responsable de HAL, dont elle nous parlera justement tout à l'heure, et des dépôts du domaine des sciences humaines et sociales dans l'archive ouverte. Elle a assuré la coordination du comité scientifique et technique mis en place dans le cadre du protocole inter-établissement pour une archive nationale. Donc depuis avril 2011, elle dirige le Centre pour la communication scientifique directe du CNRS. Donc c'est une unité qui est principalement dédiée aux archives ouvertes. Je lui cède la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier l'Institut supérieur de documentation de l'Université de la Manouba, ainsi que le Centre national universitaire de documentation scientifique et technique pour l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir venir vous présenter l'expérience que l'on a menée en France. Je remercie plus particulièrement Mohamed Benhamda pour son accueil, son invitation et tous les échanges d'emails afin que ce voyage se passe bien, ce qui est tout à fait le cas. Et je vous présente mes excuses, je vais parler en français, la présentation est en anglais, mais comme tous les bons français, j'ai un mauvais anglais, donc je pense que ça serait pas mieux si je parlais en anglais. Alors, je sais qu'ici on a affaire à des spécialistes de l'open access, donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'open access, ni même un historique autour de l'open access. Si je rappelle ça, c'est simplement qu'en France, pour construire l'archive ouverte de HAL, on s'est vraiment inscrit en fait dans l'histoire de l'open access. L'open access, c'est une opportunité qui est vraiment à saisir. Le numérique, en fait, a bouleversé un petit peu la donne concernant les possibilités pour diffuser, pour éditer les publications scientifiques. Donc, il y a un facteur économique, hein, bien sûr, un facteur technique avec l'apparition d'Internet. Et puis, le dernier facteur, qui est un facteur socio-culturel qui me paraît extrêmement important, c'est la possibilité de réunir trois métiers, à savoir les chercheurs, les informaticiens et les professionnels de l'IST autour d'un projet commun lié au numérique. Donc là, on a un vrai changement et je pense qu'en effet, il faut réfléchir à un projet d'archive ouverte dans ce contexte-là. Comme c'était rappelé aussi en introduction, nous en France, on a l'habitude de dire que l'auteur est payé par l'État pour chercher et pour publier. L'auteur ne vend pas son produit et c'est souvent qu'il doit payer maintenant pour être publié. L'éditeur ne paye pas l'évaluation, le peer reviewing en fait du document. Parfois c'est même l'auteur qui fait la mise en forme, donc c'est pas non plus l'éditeur qui travaille. En fait, l'État achète via les bibliothèques universitaires, par exemple, l'État achète aux éditeurs ce qu'il leur a déjà fourni gratuitement. Donc on est vraiment dans un contexte économique extrêmement pesant, où on voit, comme partout, j'imagine, les budgets qui se rétrécissent, et donc l'accès à l'information devient un enjeu primordial. Alors je vais rappeler juste un autre élément extrêmement important, parce que là aussi nous avons construit l'archive ouverte française autour de ce modèle-là, à savoir Archive, qui est vraiment, bon, vous connaissez, l'archive scientifique, c'est la première archive qui a été créée en 1991, donc c'est à la fois assez vieux, dans le domaine de la physique. Actuellement, ce qui peut nous permettre quand même d'espérer, c'est qu'Archive est toujours vivant. C'est bien toujours l'exemple sur lequel on se calquait beaucoup d'archives ouvertes. Et Archive a des portails, a des sites miroirs, répartis un petit peu dans le monde. Et le CCSD gère le site miroir pour la France.
Également, autre chose qui était très importante en France au niveau de notre politique, c'était la déclaration de Berlin en 2003, qui a été donc un engagement en fait des institutions à s'ouvrir à l'open access. Et en France, on a vu les principaux organismes de recherche et de l'enseignement supérieur signer massivement cette déclaration et cet engagement. Ce qui fait qu'en décembre 2009 a été organisée à Paris la 7e conférence de Berlin, et une conférence où vous avez eu d'assister à cette. Pour être bien sûr qu'on parle tous de la même chose, donc toujours pareil, ce que je vous présente, c'est vraiment dans la logique de ce que nous avons réalisé. Une archive ouverte, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un serveur, tout simplement, qui va contenir des documents scientifiques et techniques. Ces documents vont être directement accessibles en ligne, gratuitement. Et ce serveur, cette application devra respecter le protocole OAI-PMH, Open Applied Research Protocol for Data Diagnostics, ce qui va permettre en fait d'interconnecter et de rendre interopérables les différents serveurs. Quel que soit l'endroit, en fait, du document, baser les documents, et quel que soit l'endroit où vous les trouvez, alors, nous, toujours pareil, on a défini en fait comment allait fonctionner, quel était le modèle en fait de l'archive ouverte autour d'un du document et du document et du fichier lui-même. Donc en fait, un document finalement ça va être un identifiant qui va permettre la stabilité électronique. On va avoir une notice descriptive de ce document. On va pouvoir déposer, rattacher à ce même identifiant une ou plusieurs versions d'un même document. Par exemple, on va pouvoir déposer le précis, et puis ensuite, quand le document est publié, si l'éditeur l'autorise, on pourra venir déposer la deuxième version, la version publiée, et bien rattachée au même identifiant. On va pouvoir déposer en fait des types de fichiers différents, des .doc, des PDF, des fichiers XML, des fichiers en texte pour les mathématiciens par exemple. On pourra joindre ce que l'on appelle des annexes. Nous, on n'accepte pas directement par exemple une présentation PowerPoint sans qu'il y ait un document rédigé. Donc on pourra mettre en annexe en revanche une présentation PowerPoint, par exemple celle que je suis en train de présenter, ou bien un poster présenté lors d'une conférence scientifique. Alors, il faut un identifiant qui soit pérenne, citable, qui va être en fait la référence de cette espèce de conteneur qui va rassembler ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire tous les composants qui vont faire un article scientifique. Alors, une URL simplifiée qui va permettre de garantir au lecteur d'arriver toujours sur le document. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on a amélioré dans le temps, c'est-à-dire qu'on a retravaillé la formation de nos URL pour arriver à les rendre plus solides et pérennes, on ne peut pas avoir de liens qui se cassent. Et également veiller à la stabilité de l'URL et qui ne doit pas dépendre en fait, du stockage physique du document. Donc, et puis, pour vraiment la terminer et conclure, j'aimerais revenir faire un petit bilan sur en fait, ce qu'on a fait en France, pour vous expliquer en deux mots les difficultés que l'on a eues. Ça a l'air comme ça un peu merveilleux quand je vous présente ça, tout baigne, tout s'est passé extrêmement bien. En fait, derrière, si on regarde la réflexion sur une archive commune partagée a démarré en 2006. On est en 2013 pour signer le protocole. On avait déjà eu une première expérience. Pour arriver à signer cette nouvelle convention le 2 avril, on a travaillé pendant 2 ans. Et on a vraiment travaillé. C'est-à-dire qu'il y avait des discussions extrêmement vives, car il fallait arriver à définir un modèle qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire toutes les institutions. Elles n'ont pas toutes les mêmes enjeux, les mêmes envies.
il y a des façons de se positionner qui peuvent être extrêmement différentes. Donc il a fallu définir des stratégies qui soient acceptées et auxquelles puisse adhérer l'ensemble des institutions. Et tout ça n'a pu être possible, en fait, sans une prise de position très forte du politique et un soutien très fort du politique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on ne serait pas arrivé, en fait, à mettre en place une nouvelle convention et qu'elle soit signée la semaine dernière. Je vous remercie pour Madame Christine, pour cet exposé très intéressant, une proposition très exhaustive sur l'archive ouverte, mais en même temps, elle a exposé les conditions d'émergence justement de l'open access, les facteurs économiques, juridiques qui ont favorisé cette émergence et surtout les enjeux de l'accès à l'information dans un contexte assez spécifique, un contexte de restriction budgétaire. Mais je pense qu'elle a mis aussi l'accent sur un aspect important, c'est l'intérêt justement que représente l'open access, à travers l'exemple bien sûr de Paris. Donc tout le mérite serait non pas uniquement d'augmenter la visibilité et l'impact des publications, je pense que ça s'inscrit dans le cadre d'une politique d'ouverture, donc axée essentiellement sur la coopération, la coordination, c'est ce que vous avez bien montré, la coordination donc à la fois multidisciplinaire, mais en même temps inter-établissement. Donc vous avez montré qu'il y avait une véritable coordination qui s'instaurait entre les départements, mais aussi entre les universités, entre les ministères aussi, quelque part. Donc, je pense que la bibliothèque scientifique numérique dont vous avez longuement parlé se situe tout à fait justement dans le cadre de cette politique d'ouverture. Donc, au cœur de ce projet, il y a la coordination nationale, donc qui réunit tous les acteurs de l'information scientifique et technique. Et donc, c'est une véritable coopération interinstitutionnelle. Donc, juste avant de donner la parole à la salle, je voudrais vous enchérir, vous poser la question de savoir, donc, est-ce que, effectivement, donc, cette coordination qui est multidimensionnelle, on va dire, donc semble être assez complexe, parce qu'en même temps il y a une interconnexion avec les archives ouvertes sur le plan international. Donc on se pose la question, comment s'articulent justement ces différents niveaux et comment se fait cette coordination? Est-ce que réellement elle est centralisée au niveau de la bibliothèque scientifique? À quel niveau elle le serait? Donc voilà, c'est juste une question, mais si vous voulez répondre par la suite, on peut demander directement la parole à la salle, si vous voulez. Alors, Youssef.
Je vous remercie pour votre intervention. J'enchaîne avec la question de ma collègue Mokolagé concernant donc, la coordination, etc. pour évoquer une autre question relative à l'exercice de la veille. Tout à l'heure, vous avez parlé de la veille et j'ai vu à travers les slides Alert Systems. J'aimerais bien savoir comment, en dehors du réseau instauré donc, officiellement à travers donc, vos partenaires, comment s'enrichissent vos plateformes, quel système d'alerte vous utilisez ou quel système de veille vous utilisez pour surveiller l'ensemble des publications et par la suite donc, assurer l'intégration de ces publications ou d'autres thématiques relatives donc, à votre secteur. Merci. Alors, quand j'ai parlé de veille, c'est notamment qui la veille surtout sur les évolutions du numérique et les projets émergents autour de l'ISP. Alors, ensuite, la veille, elle est répartie au sein des établissements qui sont partenaires. Chaque établissement a son propre système de veille, connaît la façon dont ces chercheurs vont fonctionner par rapport aux publications, le dépôt ou non dans les archives ouvertes. Et donc là, il y a un site qui est en construction, qui n'est donc pas très riche pour le moment, il y a un site en construction, on partage des informations. Et puis, dans le cadre de réunions de travail, on se définit en fait des stratégies communes en disant, bon, bah, peut-être, par exemple, on a beaucoup discuté de l'obligation ou pas du dépôt. En fait, on se dit, on observe comment ça se passe. On sait qu'il y a des communautés scientifiques ou des communautés institutionnelles qui sont plus ouvertes au dépôt, donc le chercheur va facilement déposer. Dans d'autres communautés, ils vont moins facilement déposer. Donc là, on va mettre en place des formations, des formations, des actions de promotion des archives ouvertes. Et en fait, on va construire tous ensemble un discours qu'on va répercuter dans nos établissements. Mais c'est vrai que on ne centralise pas, c'est un autre projet en fait de la BSN, on ne centralise pas au sein des archives ouvertes l'ensemble des publications. Et donc une des questions qu'on se pose, c'est la BSN 3, justement sur le référencement de l'ensemble des publications. Parce que nous, on est dans le dépôt du texte intégral de façon à ce qu'on puisse accéder au contenu, mais il y a également la problématique en fait du signalement de ces publications. Et pour le moment, c'est un peu le bazar, hein, pour être très clair. Chaque institution a déjà à l'intérieur du mal à connaître, à avoir une vue exhaustive en fait, de ces publications. C'est un gros travail. C'est une grosse problématique des bibliothécaires et des professionnels de l'IST. C'est un résultat qui n'est pas parfait. Et c'est pour ça que, concernant le signalement, on a imaginé la BSN 3. Mais qui est, alors, ce que je n'ai pas vu, c'est que les chantiers de la BSN sont plus ou moins avancés. Les deux chantiers qui sont le plus avancés, c'est le premier, les acquisitions, donc avec on a l'influencement, etc. Et le chantier des archives ouvertes avec la concrétisation du protocole. Et de toute façon, il y avait déjà des choses qui existaient, c'est-à-dire HAL existait déjà, donc il y avait déjà le fondement pour mettre en place le projet. Mais c'est vrai que... pas un système d'alerte ou un logiciel utilisé. Alors, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, chaque établissement, pour le moment, ne partage pas un seul. Pour votre observation en tant que centrale. Pour les archives ouvertes ou non. Alors nous, on regarde nos statistiques, mais on ne va pas à la pêche au dépôt, en fait. C'est les relais dans les laboratoires, dans les universités. À notre niveau, nous, on ne fait pas ce travail-là. On a des relais, en fait, et c'est là où, justement, il n'y a pas de prix partagé. Mais il y a moins de culture aussi disciplinaire à faire. Merci. Je remercie Madame Berthaud pour cette présentation qui a fait le tour d'horizon des archives ouvertes en France, surtout que c'est centralisé à travers le HAL, et nous a montré un peu le lien qui existe entre les différents dépôts institutionnels, thématiques ou autres. Et je pense que
ce type d'archive ouverte de dépôt unique dans son genre, je pense, de cette manière de centralisation des archives ouvertes dans un pays est très intéressant vu qu'on a un seul interlocuteur, on a un seul, si vous voulez, dépôt qui va englober tous les autres dépôts institutionnels, si j'ai bien compris le dispositif. J'en ai deux trois petites questions à poser. Vous avez parlé de lien entre HAL et ECAI et PubMed. Donc, j'ai trouvé que la collaboration est bonne du moment où toute publication, tout dépôt dans HAL va être transmis, si c'est en physique, mathématiques, quelque chose comme ça, dans ECAI, via des transferts, et dans l'autre sens, avec PubMed, dans le cadre, si jamais, donc, mathématiques, c'est la médecine, biologie, etc. Est-ce que cette transmission, elle est bidirectionnelle ou bien unidirectionnelle, c'est-à-dire on transmet de HAL vers ECAI ou PubMed uniquement, et est-ce que quand des chercheurs français ou autres, francophones on va dire, on peut récupérer des publications qui sont dans PubMed ou ECAI vers HAL? Ça, c'était la première question. Ma deuxième question, la gestion de tous ces dépôts et tout ce flux informationnel, on va dire, numérique, dans HAL, surtout que c'est centralisé. Si j'ai retenu le chiffre 2800 par mois, je pense, 2800 documents numériques par mois, les documents allant d'un petit article jusqu'à des thèses faisant des centaines, voire des milliers de pages par fois. Quelles sont les ressources humaines engagées dans cette action au niveau de HAL, au niveau technicien, documentaliste, tout type, pour avoir une idée. Ensuite, une autre question. Vous avez parlé que le dépôt dans HAL, une fois l'auteur il a déposé, c'est déposé une fois pour toutes, et on ne peut plus retirer ce dépôt, ce qui est intéressant pour la pérennité. Mais si jamais, moi j'ai imaginé, si jamais un auteur, il a signé un contrat avec un éditeur quelconque, sans le savoir auparavant, et par la suite il se rend compte que donc, il sera dans des problèmes juridiques avec son éditeur. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas? Alors, en ce qui concerne le flux des documents entre Archive et PubMed Central, ce qui se passe, qu'il faut bien comprendre, c'est que le chercheur dépose en mathématiques et surtout en physique, ce qui l'intéresse, lui, pour un chercheur, son archive de cœur, on va dire, l'archive de sa discipline, c'est Archive. Qu'il soit français, espagnol, américain, peu importe. Pour lui, c'est vraiment l'archive disciplinaire. Donc, quand il dépose via HAL, donc voilà, on fait le genre du sens. Mais quand il dépose via Archive, il ne demande pas, en général, il ne demande pas à ce que ça soit fait dans l'autre sens. Parce que pour lui, il a fait une fois le dépôt, qu'il a déposé dans l'archive qui l'intéresse vraiment, à savoir son archive disciplinaire, et du coup, de tout part. Donc, nous, on peut récupérer le document et le rapatrier sur nos serveurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est le CCLD qui gère en fait le site miroir de HAL en France. Donc, en fait, on a aussi tous les documents qui sont déposés sur nos serveurs. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement parce que via le jeu des liens d'interopérabilité, là pour le coup, on ne va pas repêcher les documents, on pourrait le faire. Mais dans la mesure où le chercheur français qui dépose un cas, il ne va pas dire ah oui, mais aussi vous pouvez remettre mon document sur HAL, le flux va plus dans un sens que dans un autre. Voilà. C'est lié aussi à la façon dont le chercheur va gérer ça, et pour PubMed, en revanche, dans les deux sens. Alors, les ressources humaines pour gérer tout ça. Alors, quand le document est publié dans une revue à comité scientifique, on vérifie donc que les données soient correctes, qu'il n'y a pas de problème de saisie ou autre. Donc, ça va assez vite. Hein.
et on met en ligne sans problème. Là où c'est un petit peu plus long, c'est quand on a des demandes de modification, parce que nous on ne corrige pas les notices. Quand on a une erreur, on demande à la personne contributeur, la personne qui a déposé, de venir corriger son document. Donc c'est quand même beaucoup de travail, parce qu'il y a cette partie-là, et puis également tout ce qui est lié au support de la plateforme. Et on a beaucoup de questions, en fait, auxquelles il faut répondre. Alors actuellement, il y a une personne à temps plein qui est ingénieur support, donc qui répond au support. Et puis pour toute la partie modération, en fait, on a fonctionné avec des cellules. On a mis en place une cellule en sciences humaines et sciences sociales, ce sont des documentalistes qu'on a formés, avec qui on travaille régulièrement, pour qu'on soit bien dans la même ligne, qu'on ait bien les mêmes critères, qui vont faire la partie sciences humaines et sciences sociales. On a une autre cellule en sciences exactes. On a également des correspondants en sciences médicales et biologie. Et puis, on a en interne deux documentalistes, une qui fait ça à plein temps et l'autre qui fait ça à mi-temps et qui a un rôle aussi de community manager. Mais en fait, quand on a un démarrage, je pense que la structure a d'abord été pensée en termes d'ingénieurs en développement, d'informaticiens. Et on a mal... on n'a pas anticipé en fait cet énorme besoin de gestion quotidienne de l'archive et de ce que ça voulait dire. Donc là, actuellement, on est vraiment plus tendu. Donc au sein du CCSD, donc, il y a 3 personnes qui ont une activité liée à la mise en ligne ou au support, et puis également donc, des relais disciplinaires avec des chercheurs également qui, quand on a des soucis par rapport à des cours, on les consulte et nous disent, sur nos références scientifiques, ils nous disent oui, là il n'y a pas de problème, ce document, ils vont scientifiquement, ça correspond au critère de l'âge, on peut l'accepter, mais non, c'est un candidat, ou non, c'est pas du tout, ça ne correspond pas aux normes des cultures académiques, dans la discipline, des choses comme ça, et donc on va refuser ce document-là. Donc derrière, en fait, c'est des relais aussi répartis dans d'autres institutions. Donc en tout, ça doit faire une douzaine de personnes qui s'occupent au quotidien de l'archive. Et puis, dans les portails également, on peut avoir des universités ou des grandes écoles qui vont dire, bon bah nous on va de toute façon faire un filtre au départ, on va contrôler quand on cherche, donc on viendra corriger les métadonnées. Donc il y a aussi tout ce réseau comme ça, alors c'est plus difficile à quantifier, qui fait que l'archive arrive à être de qualité. Et dernière question concernant le non-retrait, alors quand c'est un problème juridique, c'est la loi, on l'applique, enfin on retire le document, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'existence de l'AL, il n'y a eu aucun document, aucun retrait pour des raisons juridiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un éditeur, même quand le document a été déposé sans qu'il ait droit, venir demander le retrait. Voilà. Alors, je vais poser des questions surtout sur le concept même de l'open. Vous avez utilisé le terme open access dans le titre aussi. Je vais vous poser la question suivante. En France, qu'est-ce que vous utilisez le plus? Est-ce le terme open access, qui est le terme anglais plutôt, ou bien l'accès ouvert, qui est récemment utilisé dans l'article du Journal du Monde à propos de la pétition I Love Open Access, ou bien le terme le plus couramment utilisé auparavant, c'était le libre accès. Une autre petite question sur la définition que vous avez présentée. On trouve freely available dans la définition. Bien sûr, le mot free désigne en anglais soit libre, alors libre comme liberté d'expression, soit free of charge, la gratuité. Alors c'est un point alors à préciser.
Aussi, je me remarquais l'absence dans la définition de l'omission des restrictions liées au copyright et des permissions. C'est ce qui nous amène à traiter le sujet de Creative Commons et tout ça. Merci. Un point d'ordre. On a un peu de contraintes au niveau de la gestion. Pardon. Je me permets d'intervenir juste pour un point d'ordre. On a un peu de contraintes pour la gestion du temps. Là, normalement, on devrait passer en pause café. Je propose la chose suivante, c'est que les intervenants qui voudraient poser des questions, faire des remarques, puissent le faire simultanément en même temps. Et puis, vous aurez la possibilité de répondre tout à la fin, si vous le voulez. D'accord, merci. D'abord, je vous remercie pour votre présentation très claire et très intéressante. Ma question est toute simple, je ne vais pas trop tarder en la posant. Donc, ça concerne la position prise par les maisons d'édition des journaux payants, voilà, par rapport au projet de l'open access en général. D'ailleurs, vous avez évoqué un peu la réaction rapide quelle était de la part du journal suite à l'annonce du projet Efficience. Bon, merci. Si, donc tout le monde vous a remercié, donc je fais de même. Alors moi, ma question se rapporte à la validation. Donc, il y a une autre question que je poserai. Donc c'est vrai que le document qui est déposé dans les archives ouvertes a déjà été validé, normalement. Que ce soit une thèse ou bien une recherche quelconque. Pour ce qui concerne les actes d'un colloque, ça peut être une communication dans un colloque. Donc, comment est validé ce document? Vous avez parlé de vérification par du documentaliste. Mais ce qui importe, c'est pour essayer de voir si ce document n'a pas été copié quelque part, plagié. Donc, cause du problème du plagiat. Il y a un autre point, c'est que les auteurs qui déposent, surtout en ce qui concerne les recherches scientifiques et techniques. Donc il y a des innovations. Donc comment gérer ça sur le plan juridique? Quelqu'un qui a innové, qui a inventé, c'est pas quoi, donc le droit d'auteur, le brevet. Donc est-ce que ce sont le droit d'auteur, ça va de soi pour les recherches en sciences humaines et sociales. Donc, mais pour ce qui concerne les autres recherches en sciences dures, donc comment vous gérez ça? Concernant la gratuité, est-ce vraiment une gratuité pure et parfaite? Parce qu'on sait que les serveurs et tout, donc se dit libre accès, est-ce vraiment libre accès à l'entrée et à la sortie, dans le sens d'une gratuité, bien comment est alimenté votre Merci. Justement, ma question, et ça fait partie de la question du monsieur. Je vais poser la question, vous avez dit tout à l'heure que vous mettez de normes concernant la forme du contenu de l'article mis en ligne. Mais comme vous avez dit aussi que le hall concerne différents thèmes et différentes disciplines. Est-ce que vous exigez des normes bien définies concernant le contenu, la véracité, disons, du contenu des notices ou bien des articles diffusés en ligne? Voilà. Juste une autre question, mais très rapidement là, vous avez parlé de l'archivage à long terme.
Et je pense que cela suppose qu'il y ait justement des cellules de recherche qui travailleraient sur les aspects technologiques de ces supports, comment les faire évoluer, et ceci pour garantir la pérennité de ces supports. Alors, est-ce que cette cellule existe et est-ce qu'elle a commencé à travailler, etc. Voilà. Merci. Bien, je vais essayer de répondre bien et vite. Alors, déjà, la première question sur le vocabulaire utilisé. Alors, vous avez mis le doigt sur des débats, donc c'est moi qui vais trancher. Mais je ne sais pas si vous suivez un petit peu les listes de discussion sur ces questions-là. Actuellement, la suite de l'article parlé dans Le Monde il y a un mois à peu près maintenant, c'est vrai que ce débat autour des termes open access, accès libre, a été complètement relancé. Moi, c'est vrai que j'ai sans doute tort, j'utilise un peu indifféremment open access, accès libre. Concernant le mot free, pour moi, c'est libre. C'est libre accès, c'est accéder en fait à la ressource sans aucune contrainte, sans limite, sans rien et sans payer. C'est vraiment l'accès libre dans ce sens-là. Et je rejoindrai du coup le point sur la gratuité. Oui, HAL est totalement gratuite, c'est-à-dire que vous n'avez, pour la consultation, pour le dépôt d'ailleurs, ou pour la consultation, vous n'aurez jamais rien à payer. Le financement, c'est du financement public ou sur des projets de recherche où on participe à des projets européens ou à des financements AMF. Donc on a une partie du financement qui vient par ce biais-là, mais on fonctionne complètement en fait, sur de l'argent public. Donc c'est un peu une non-réponse. Hein. C'est vrai que le débat reste ouvert concernant le vocabulaire. Donc, je pense que... pour moi, c'est plus de l'accès libre, en fait. L'open access, c'est aussi de l'accès libre, sans contrainte. C'est pas cette idée-là qui est derrière. Sans contrainte technologique ou financière, en fait. Alors ensuite, la position des maisons d'édition par rapport aux archives ouvertes. Alors c'est extrêmement compliqué. Les grands éditeurs de revues scientifiques, par exemple, type Elsevier, Springer, sont en train de mettre en place des paras, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place le modèle de Google, donc auteur-payeur. Nous aussi, finalement, on est en archive ouverte, tout est accessible, simplement du coup, c'est une pertinence. On va payer à la publication et non plus pour la lecture. Moi, je travaille avec les éditeurs, je les rencontre dans des réunions régulièrement où ils disent vous allez nous tuer, on va mettre la clé sous la porte à cause de vous. Alors, si j'arrive à supprimer Zévir, vraiment, je sais vraiment qu'on est très très fort. Mais en même temps, il faut faire attention, les maisons d'édition, quand elles font ça, il faut bien qu'elles mesurent qu'en fait, si on arrivait vraiment à les faire disparaître, on ferait la faute qu'on a plus besoin d'elles. Alors après, bien sûr que moi, je ne veux pas là-dedans du tout mon objectif, parce que le travail qui est fait, ce n'est pas le même que celui qui est fait dans une archive ouverte. Mais en même temps, les grands éditeurs, là je parle des grands éditeurs commerciaux, ils ont fait des fortunes sur la production scientifique, et je pense que là, il faut vraiment ne plus accepter ça et prendre position, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on est en effet en désaccord avec les maisons d'édition, mais les grandes maisons ont des moyens de créer des parades. Voilà, donc on est un moment charnière de l'histoire de toute façon de l'édition scientifique et de la diffusion de la production scientifique. Je pense qu'il y a des acteurs qui disparaîtront, des éditions qui vont disparaître, parce que ne pouvant pas franchir le cap du numérique, ça ne sera pas lié d'ailleurs aux archives ouvertes, à moins là. Et d'autres maisons d'édition qui sont en train de se créer, qui devront acquérir cette notoriété au niveau scientifique. On va également émerger d'autres modèles. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est qu'on est à un moment où tous les acteurs peuvent se repositionner, certains émerger, certains disparaître. Donc, c'est un petit peu l'avenir qui nous dira comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est un peu tendu de toute façon avec les éditeurs. Voilà. En ce qui concerne la validation, alors je reprends la question, je m'explique, validation,
et les questions liées au plagiat. Alors, on ne vérifie pas qu'un document a été plagié ou pas. Dans la mesure où on est mis en ligne, la vérification est faite très très vite. Quand un document, ça nous est arrivé de mettre en ligne un document plagié, là, l'auteur qui a été plagié, on lui contacte. Il prouve qu'en effet, il avait dans la minorité et qu'il a plagié. Dans ce cas-là, on supprime le document. Là, c'est un des cas, en fait, où on va supprimer le document. Mais en fait, il y a très peu de plagiat. Le numérique, il faut éclaircir les choses. Là, vous déposez au lieu de tout le monde. Donc, quand vous avez fait trop de copier-coller, ça devient un peu compliqué. Ça devient flagrant. Et puis, alors, les documents qui sont issus de brevets, par exemple, qui ont donné lieu à des brevets, là, c'est l'auteur qui juge s'il peut donner ou pas accès à sa publication, donc il dépose ou pas. On a des documents qui ne sont pas diffusables pour le moment, qui sont déposés sur nos serveurs, mais qui sont invisibles, dont le contenu est invisible. Et par exemple, l'auteur a demandé à ce qu'ils soient visibles dans 2 ans, et donc là, dans 2 ans, ils seront visibles. Donc ça peut être pour des questions comme ça, justement, de confidentialité et des publications. Donc ça, on sait le gérer, où l'auteur choisit de ne pas déposer en libre accès. Alors, ensuite, alors sur la question, je vais très vite. Alors si j'oublie une question, il faut me le signaler. Je vais répondre. L'archivage pérenne. Alors, on n'a pas une cellule, on travaille avec le Centre informatique national de l'enseignement supérieur qui en fait est géré de réfléchir et de mettre en œuvre en fait, les questions liées à la pérennité de formats numériques. Et donc actuellement, on a fait le choix, c'est en lien avec eux, on a fait le choix de pérenniser, de sauvegarder et d'observer en fait les versions PDF des documents, parce que PDF est un format bien propriétaire, c'est un format ouvert, qu'on connaît parfaitement bien. Et donc pour le moment, c'est le format qui est le plus facile à faire évoluer et à faire des campagnes. On a déjà éprouvé techniquement en fait ce format-là. Donc ça, on sait le faire. Et la question reste posée, c'est-à-dire qu'avec c'est surtout le CNES d'ailleurs qui fait ça, il faut qu'ils observent un peu les évolutions. Et si dans 2 ans ils disent bon, il faut qu'on mette en place un nouveau format, qu'on intègre un autre format pour des questions de pérennité, on le fera. Voilà. Merci beaucoup. Donc cette discussion très intéressante, ça montre jusqu'à quel point ce thème est une brûlante actualité et on aura toute la journée pour débattre. Je vous remercie.